Et salut à tous. Salut, Salut. bonsoir. Bonsoir à Nico qui est avec nous. Salut Nico. Salut. Écoutez, on est super content d'être avec vous parce que surtout Nico, il était pas là lundi. Il était pas là hier pendant le débat foot Marseille, donc c'est le début de semaine pour Nico un petit peu, dans un sens. Alors, moi, j'ai commencé un peu ce matin quand même, mais Ah, ouais, je me suis fait un petit week-end prolongé, ça fait pas de mal. bah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça fait du bien. Taxolo qui est là et qui a lâché son sub. Voilà, le premier Ah, sub du soir, les gars. Donc faut le suivre et il faut lui mettre un maximum de messages pour lui dire merci. Donc voilà, deuxième mois pour Taxolo. Merci à toi qui était là avec nous la semaine dernière, Mathieu, et qui d'ailleurs a posé une petite question. Je l'ai reçu en DM, je te soumettrai ça tout à l'heure. Euh, Comment tu vas déjà, Nico? Est-ce que tu te sens bien dans cette trêve internationale ou est-ce que ça te déprime comme la moitié des supporters de l'OM? de base, ça me déprime, mais j'ai passé un petit week-end non loin du bassin d'Arcachon. Et écoute, je n'ai plus du tout pensé au foot pendant 3 jours, et ça fait pas de mal de couper, parce que c'est vrai que c'est très international, c'est juste l'enfer de base, ouais, ça me déprime assez, ouais. J'avoue que Ouais, après, voilà, j'imagine. je suis ragaillardi, j'ai mangé des huîtres très Et bonnes, voilà. et c'était top. Tu nous as envoyé des belles photos de l'eau. C'était très, très, très beau. Là, on a Chris Caboy qui est ici. Il dit bah, l'OM me manque. Voilà. Mais tu vois, je t'avais dit. J'en vois beaucoup sur Twitter, sur les réseaux, se plaindre de ça. Bruno Marseille qui est là. Bonsoir, les gars. Bonsoir à toi. Le réalisateur de Demain qui nous envoie aussi Wesh. Alors, réalisateur de Demain, c'est original comme pseudo. Mais écoute, on te le souhaite, en tout cas, si c'est dans les films. Si c'est sur les émissions de l'OM, non. Je tiens à ma place encore. Bon, alors Nico, du coup, un On peut déjà premier, dire à ouais, tous nos amis de balancer un petit peu le lien de ouais, notre Twitch bien pour sûr. rameuter un petit peu du monde. Mm, Et rajouter que pour l'instant, on n'a pas eu un sub qui s'est proposé pour venir participer à l'émission. c'est Donc ça. s'il y en a un qui peut le demander dans le chat aussi, Mm, on peut le faire passer en fin d'émission c'est pendant ça. une dizaine de minutes. Voilà. Exactement. Donc, ne soyez pas timide, allez-y. Parce que j'ai vu que Bakwa, la semaine dernière, il me dit ah non, j'avais plus l'impression qu'il était pas trop. Il se sentait pas. Donc, Après, voilà, voilà, il y a des gens, ils n'ont pas envie de montrer c'est leur tête, ça. faut accepter ça. Mais alors, petite précision d'ailleurs, parce que si c'est vraiment ce problème-là de ne pas montrer sa tête, je peux vous mettre en mode radio, il n'y a pas de souci. Hein. Je mets Ouais, tout à fait. un petit logo et vous êtes là avec nous, on vous entend. Donc il n'y a pas de problème avec ça si vous voulez garder un peu l'anonymat. Par contre, je peux pas faire comme sur des radios où je peux déformer vos voix. Enfin, peut-être je peux, je sais pas. Il faudrait peut-être que je regarde un petit peu ça, mais bon, voilà, on parle que de l'OM, on parle de rien On n'est pas de là. rien de grave. Voilà. Donc on va pas faire faites entrer l'accusé. Du coup, Nico, un petit sujet maintenant. Là, c'est sur les droits TV. Parce que là, Ouais. ça fait quelques jours, ça s'enchaîne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos là-dessus. Alors, du coup, Taxolo m'envoie un petit message. Il me dit bonjour pour le SAV de ce soir. Un thème. Est-ce qu'un boycott pur et simple de téléfoot, des abonnés et sur réseaux sociaux pourrait forcer Roures à payer et après, il demande où est-ce que comment on pourrait garantir l'indépendance de la Ligue 1 vis-à-vis des diffuseurs. Alors c'est vrai que c'est des questions qui sont très d'actualité. Je ne sais pas si ça se dit très d'actualité, mais qui sont dans l'actualité en tout cas en ce moment. Les dernières infos, je le rappelle, avant que tu commences peut-être à répondre à sa question, c'était sur RMC, c'est une lettre ou un communiqué qui a été transmis par l'Elysée et qui disait qu'ils essayaient un petit peu de surveiller ce qui se passait avec tout ça. Donc voilà, moi c'est la dernière info en tout cas que j'ai lu sur ce truc-là. Je sais pas si aujourd'hui il y a eu des rebondissements, mais voilà, on t'écoute Nico là-dessus. Alors j'ai vu passer un truc aujourd'hui comme quoi en fait déjà Mediapro avait commencé à lancer une procédure fin septembre pour essayer de geler les fonds du premier paiement là d'octobre jusqu'au printemps prochain. Donc c'était déjà dans les tuyaux en fait cette histoire. Et pour répondre à la question de Taxolo, je pense que les boycottés ça va pas changer grand chose parce que eux, l'objectif pour que la chaîne soit rentable c'est 4 millions 5 d'abonnés et ils sont entre 300 et 500 selon les sources. 500 000 pardon. Donc ils sont loin du compte. Il leur montre, en gros, si les sources sont positives, il leur montre 4 millions d'abonnés, ce qui est énorme, Ouais, surtout à 25 euros l'abonnement. Donc je pense que s'ils en perdent, s'ils en gagnent, de toute façon leur modèle économique, à mon avis, il est pas bon.
Mais ça, c'est la faute de la Ligue. J'ai envie de dire, la Ligue, ils ont fermé les yeux, ils n'ont pas demandé de garantie bancaire. Pour moi, c'est surtout la Ligue qui est fautive dans cette histoire. Et là, ça peut être très dangereux pour le football français parce que, à mon avis, là, vu comme c'est parti, je pense pas qu'ils vont payer. Parce que ça veut dire que les Chinois, qui sont actionnaires majoritaires du groupe Mediapro, qui est espagnol, ne veulent pas remettre de l'argent à la poche, donc ils ne peuvent pas payer, en fait, tout simplement, donc ils ne le pourront pas. Et ce qui va peut-être se passer, c'est que si ça évolue pas rapidement, ils vont refaire un appel d'offres. Et c'est sûrement Canal ou sûrement Canal, parce que je pense pas que Bein va remettre de l'argent. C'est sûrement Canal qui pourrait reprendre le truc, mais avec moins d'argent. Donc c'est-à-dire que les clubs qui avaient déjà préparé leur budget par rapport à ces rentrées d'argent, eh ben, cette rentrée d'argent, a priori, elle va diminuer. Déjà qu'elle va être 50 millions par an qui est au PGE contracté par la Ligue pour compenser la perte des droits de télé en fin de saison dernière, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup et je pense que les présidents de club, ils ont un petit peu peur. Oui, bah apparemment, là, j'avais vu aussi quelques trucs là-dessus qui disaient que bah, les présidents de club, il y en a certains qui ont un petit peu parlé, bon, pas en donnant leur nom, mais un petit peu donc sous couvert d'anonymat. Mais donc ils avaient dit qu'ils étaient quand même pas mal inquiets. Et là, on a Lacidolus, je crois que c'est ça son pseudo, qui dit Canal va récupérer, mais divisé par deux. Et c'est pas faux, ça peut arriver, un truc comme ça, mais du coup, pour les clubs, comment ça se passerait? Parce que si ils récupèrent à un prix beaucoup plus bas, est-ce que les clubs vont quand même avoir l'argent qui leur est dû finalement? Non, Ouais, voilà, je pense pas que la Ligue, ils auront elle va pas avancer l'argent, la Ligue. C'est-à-dire que là, actuellement, ce qu'a gagné, entre guillemets, Mediapro, c'est d'avoir la diffusion de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros. Ligue 1, Ligue 2, je crois, par an. Donc, Mhm. si il y a un nouvel appel d'offres sur ce lot-là, parce qu'il y a un autre lot qui appartient à BIN, mais qui a été recédé à Canal+, enfin, déjà, il y a des micmacs de dingue, ça monte le tout à 1 milliard. Mais eux, Mediapro, c'est 780 millions d'euros par an. Donc, s'il y a un appel d'offres sur ce lot et que finalement Canal, par exemple, remporte la mise pour 400 ou 500 millions d'euros, ben, la perte, elle est à diviser par tous les clubs, mais elle sera quand même significative. Mhm. Donc, il suffit de faire le calcul. Si c'est 200, 300 ou 400 millions d'euros Ça- divisé par les clubs, alors c'est pas une répartition exacte, hein, parce que les répartitions, ça se fait, c'est assez égalitaire, mais il y a quand même des histoires de nombre de diffusions, etc. Donc, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Et déjà que les clubs, ils sont pas très bien financièrement, c'est je ça. pense que ça leur fait très peur. Et a priori, il y a deux stratégies au niveau de Canal. Il y a le propriétaire Bolloré qui est un capitaliste qui lui, dans le style, on va attendre que ça s'écroule et comme ça on reprendra pour des miettes. Et il y aurait Maxime Sada qui est responsable de Canal+, qui lui se dit peut-être qu'il faut quand même mettre un gros billet pour le récupérer, qui sera moindre, hein, maintenant pour pas se faire griller par une autre concurrence après. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses en ce moment. Voilà, donc, tout le monde sent que ça va mal se terminer avec Mediapro. On peut quand même dire que Romain Molina l'annonce depuis des mois, hein. Ouais, c'est vrai ça. Il peut se tromper de temps en temps, mais là-dessus, en tout cas, il s'est pas trompé. Il avait bien annoncé, il avait bien dit que c'était hallucinant parce que la Ligue italienne avait refusé Ouais. de laisser droit à Mediapro parce qu'ils n'avaient pas voulu donner de garantie bancaire. Et ben là, la LFP, ils y sont allés comme des idiots, j'ai envie de dire. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et Vincent Labrune a parlé de faire un nouveau prêt encore, pour payer la première échéance. Enfin, ça Ça, devient n'importe quoi. c'était samedi, enfin c'était vendredi soir, mais dans l'édition de samedi matin dans l'équipe, avec un, je sais pas si t'as vu cette double page, Non. mais franchement ça vaut le coup juste pour les photos. Les photos sont incroyables de Vincent Labrune où il est un peu comme ça en train de reboutonner sa chemise, etc. C'est Mmh. vraiment, C'est ça hyper, fait Vincent. de quoi? Il sait y faire, Vincent. C'est un peu le Ouais, reportage gala, tu vois. c'est un peu ça, mais du coup, ouais, ça faisait un peu super-héros, genre je ne laisserai pas la Ligue 1 mourir. Donc c'était quand même sympa. Mais du coup, voilà, un Attends, nouveau attends, prêt. parce Oui, que dis-moi. ça se trouve, dans 3 semaines, il va dire, mais puisque je vous dis qu'il n'y a plus d'argent, tu vois, on va peut-être avoir cette version-là. C'est ça, personne veut m'écouter. Il n'y a pas d'argent. Mm. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Oui, c'est Mediapro ça. n'a pas donné d'argent, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien du tout. Bah, du coup, c'est la prochaine question, c'est un peu sur ça, tu vois. C'est un peu sur il n'y a pas d'argent, parce que c'est Joe Bannan qui est un de nos subs. D'ailleurs, Joe Bannan, si tu es chaud pour venir faire la fin d'émission avec nous et proposer un thème en live et qu'on te voit, ou alors même en mode radio, tu m'envoies un petit chuchotement sur Twitch, et puis
j'aviserai, je t'enverrai un petit lien. Donc c'est un de nos subs et qui nous dit: Salut l'équipe, ma question concerne les fonds de l'OM. Donc, est-ce qu'il y a d'argent ou il n'y a pas d'argent? Il dit: Est-ce que le club est dans la merde? Bon, il a mis M avec des étoiles, mais on peut dire merde, tout va bien, t'inquiète pas. Mais tout le monde passe à côté des contrats de sponsors et autres partenariats. Pensez-vous que la pseudo-sérénité du club est liée à d'éventuels contrats juteux signés en interne? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je pense que ça va. En gros, voilà, est-ce que, pour faire peut-être un peu plus simple, est-ce que les contrats sponsoring, partenariat, etc. sont en train un petit peu de sauver l'OM et du coup ça apporte une espèce de sérénité financière actuellement? Non, je pense pas. Effectivement, ils ont fait plein de nouveaux accords de partenariat, de sponsoring, mais c'est pas des contrats mirobolants. Ils ont un petit peu augmenté les contrats d'avant, a priori. C'est pas dingue non plus. C'est pas ça qui va les sauver. Le club est dans le rouge, même si là on n'en parle plus beaucoup. Cet été, ils ont fait plus de millions. En gros, hein, parce que les paiements c'est jamais direct, mais ils ont vendu Bounassar pour 10 et ils ont payé 8 pour Luis Enrique. Donc il n'y a pas eu de perte de ce côté-là au niveau transfert. En termes de masse salariale, ils ont baissé clairement la masse salariale, même si Strootman est encore là, même si Mitroglou est rentré. Le fait que Mandanda, Payet aient baissé leur salaire, etc., avec les nouveaux qui arrivent et les salaires très bas dans la grille, aux alentours, ça dépasse pas 150 000 tous les nouveaux. Donc ils ont fait des économies. Donc ça leur permet de pouvoir prolonger encore une saison sans dilapider l'effectif. Mais je pense que la stratégie de McCourt là, c'est d'essayer de montrer un petit peu les actifs joueurs pendant la Ligue des Champions pour réaliser de belles ventes en fin de saison, histoire de combler les dettes. Ça additionné à l'argent que pourrait rapporter la Ligue des Champions. Je pense qu'à mon avis, le scénario, il est là. Parce que l'OM, le trou, il était d'au moins 100-120 millions d'euros. Ça, c'est une réalité. Et ce trou-là, ils l'ont pas comblé. Ou McCourt s'est sûrement porté garant de quelque chose, mais je ne pense pas qu'il ait refait un chèque de 120 millions d'euros. Donc la réalité, elle est là, la réalité économique, elle est compliquée, c'est pour ça qu'ils ont recruté que des joueurs gratos, en grande majorité, il y en a qu'un seul qu'ils ont payé. Donc là, ils vont attendre, on verra déjà en janvier, si l'OM est éliminé de la Ligue des Champions, comment ça se passe. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 départs dès le mois de janvier. Donc voilà, et cet été, je pense que les grosses valeurs comme Chalet Tatsar devraient partir, et Thauvin partira sûrement gratuitement aussi. Donc ça se rapportera à rien, mais je pense que c'est ça. Le but du jeu, ça va être de vendre l'été prochain. C'est pas les sponsoring, les contrats qui vont les sauver. Ouais, ben là on a dans le chat quelqu'un qui est un peu, qui nous parle un peu de ça aussi et qui dit, enfin c'est l'Acidolus qui dit, ils ont baissé les salaires, mais ça a été lissé sur les durées de contrat. Et il nous dit, si tu refais pas de Ligue des Champions, t'es foutu. Au niveau de la saison prochaine, est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce que là l'objectif c'est ultra clair et t'as pas le choix, pas d'autre choix, faut faire la Ligue des Champions la saison prochaine? C'est très très important, aussi bien sportivement que économiquement. Mais après, faut pas oublier que au niveau économique, en fin de saison prochaine, tu as Mitroglou qui s'en va, tu as Germain qui est en fin de contrat, tu as Thauvin qui est en fin de contrat. Alors là, tu peux perdre beaucoup d'argent en termes de transfert, mais par contre, c'est un des plus gros salaires maintenant du club qui va s'arrêter. Donc c'est déjà 3 énormes salaires, c'est trois salaires à plus de 300 000. Donc ça, c'est énorme, c'est quasiment plus d'1 million d'euros par mois d'économiser. Puis il y en a d'autres qui sont en fin de contrat, j'en oublie, il y a Kawi, c'est pas des gros salaires ça non plus. Mais il va y avoir une bonne masse salariale qui va partir. Si en plus tu fais des ventes, ça aussi ça va être de la masse salariale en moins. Donc là ils vont faire d'énormes économies la saison prochaine. S'ils arrivent à se remettre à flot à zéro avec des ventes plus de l'argent de la Ligue des Champions, ils pourraient presque se permettre de repartir sans Ligue des Champions. Ils seront pas bien, ils pourront pas reconstruire un effectif de dingue, mais ils pourront pivoter en faisant encore des collants en effectif et des achats de joueurs gratuits, des prêts, des choses comme ça. Et ça va pas durer éternellement. Les supporters marseillais, ça va pas leur plaire. C'est toujours pareil. Si c'est une saison de transition, tu l'acceptes. Mais si ça devient un mode de fonctionnement, ça va être compliqué. Donc je pense que pour l'ambition du club, oui, l'objectif numéro 1, c'est pas sortir des poules de Ligue des Champions, c'est de se qualifier pour la prochaine. Ou alors peut-être tenter un petit coup en Europa League. Est-ce que, Oui, est-ce donc ça, que voilà. c'est Oui, pour oui. le plaisir. Financièrement, sauf si tu vas très loin, ça va pas te rapporter des milliers des cents. Ouais, tu penses, ouais, parce que là, de toute façon, ça pourrait être quoi l'objectif en Ligue des Champions là? De toute façon, t'as pas le choix. On a quand même un groupe un petit peu costaud et j'en profite pour le remettre parce que déjà, j'ai fait un petit. Attends, Oui. je vais le remettre correctement. C'est un invité surprise qui est pas là. C'est ça. J'ai pas pris le bon truc. Il est où? Mais bon, donc du coup,
en Ligue des Champions. Là, on en avait un petit peu parlé, je crois, lors du dernier SAV. Je sais pas si... est-ce que c'était lors du dernier SAV ou est-ce que c'était pendant une émission. En tout cas, on avait un petit peu discuté de ça. Quelles sont les ambitions de l'OM en Ligue des Champions? Parce que là, le prochain match, on en parle, c'est très bientôt quand même. Ça va arriver. C'est pour quand exactement le prochain match? Je crois que c'est mercredi. Mercredi prochain, je crois. Mercredi prochain, c'est ça, c'est le 21. Ouais. Et ce sera contre l'Olympiakos en déplacement, si je ne me En trompe Grèce, pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est quoi pour toi, selon toi, les ambitions de l'OM? Ça va. Villas-Boas, il parle de 8e, moi j'y crois pas. Ouais. Moi je pense que l'ambition de l'OM avant tout, avant de calculer, c'est déjà de faire bonne figure, Mhm. de montrer un visage bien différent de celui qu'on voit depuis le début de la saison. Ça c'est clair et net. On attend que les joueurs se transcendent dans cette compétition. Et commencer par une victoire en match nul à l'Olympiakos, ça serait une bonne chose pour la Ouais, confiance. c'est vrai. Euh, Manchester, clairement l'épouvantail du groupe, même si ça peut être toujours des surprises parce que c'est des équipes qui jouent. Donc tu peux les surprendre, on l'a vu, le Lyon l'a déjà fait. Après Porto, ça va être très compliqué. Je pense que c'est ce genre d'équipes qui sont compliquées parce que les gens qui regardent pas beaucoup le foot, ils regardent les noms, bon, ils ne connaissent pas trop. Donc ils disent, ouais, cette équipe de Porto, mais bon, Porto, ça va être très Ouais, très dur à jouer. c'est quand Et même une très bonne l'Olympiakos, équipe. chez eux, ça va être la folie aussi. C'est pas une mauvaise équipe, ça joue bien au ballon, il y a Valbuena, ils ont quelques joueurs sympas, donc faut se méfier. Puis l'Olympiakos, c'est une équipe qui joue et qui a beaucoup d'envie, d'envie. Donc c'est des équipes qu'il faut vraiment pas sous-estimer. C'est un groupe compliqué. Alors effectivement, hein, c'est sûr que si tu avais eu l'Inter, la Juve, le Barça, c'était encore plus compliqué. Mais des fois, les clubs un peu moins forts, ils se mettent un plus ensemble dans les matchs. Donc ça les rend encore plus compliqués pour une équipe comme l'OM. Mais alors, Il faut d'ailleurs, c'est terminé troisième. ouais. Alors déjà, je vais remercier un autre sub qui vient d'arriver, c'est Régis Premier. Voilà, c'est son deuxième mois. Merci à toi, Régis. Vous pouvez le suivre, hein, les gars. Vous faites pareil. Voilà, j'en vois pas mal là sur le truc. Vous êtes là. Il y a peut-être des petits logos un peu Prime Gaming, mais vous n'êtes pas sub à la chaîne. Donc allez-y, n'hésitez pas. Du coup, oui, tu parlais de Porto. On va peut-être un petit peu parler du fait qu'ils se sont quand même un petit peu affaiblis. Ouais. Il y a eu quand même deux gros départs. Il y a quand même deux gros départs. C'est Alex Telles qui est parti vers Manchester United. Donc ça, c'est le feuilleton ça fait 3 ans. 3 ans, chaque été, Manchester United se positionne pour Alex Telles. Il part jamais. Et là, il vient d'arriver. Et Danilo Pereira, qui est du coup un milieu défensif central qui est arrivé à Paris, au PSG. Donc voilà, merci le PSG. C'est la première fois qu'on peut dire ça. Merci à Paris d'avoir retiré ce joueur parce que c'est un super bon joueur. On a pu le voir d'ailleurs face à l'équipe de France, qui n'était pas le plus beau match que j'ai vu dans ma vie, mais on a pu le voir à un moment. Du coup, pardon, t'as dit quoi? Je te félicite de regarder encore le match de l'équipe de France. Moi, ça fait un Alors, moment que j'arrive. j'ai pas regardé celui face à l'Ukraine, il gagne 7-1, tu vois, et je regarde celui contre Portugal, et c'est totalement nul, donc bon. Après, j'en discutais avec... Le Portugal, ils avaient Danilo Pereira et Carvalho, il y a même Ouais. deux Golgoth sur le Ouais, terrain. c'est ça. Ils n'étaient pas là aussi pour proposer un jeu de dingue. Hein. Non, mais il l'avait dit de toute façon. Bon, après, il y a Moutinho qui est rentré, mais ça n'a pas arrangé vraiment les choses. Du coup, la question c'est est-ce que ça va un petit peu arranger les choses pour l'OM? Parce que tu parlais de Porto, c'est vrai qu'il n'y a pas des noms très reluisants dans l'équipe, mais est-ce que là, le fait que les deux soient partis, ça va un peu déstabiliser leur équipe et ça laisse un peu plus de chance à l'OM de les battre peut-être, ou alors même de faire un match nul? Parce que mine de rien, c'est la deuxième équipe qui fait le plus peur après City dans le truc, on mettra l'Olympiakos un peu en dessous. C'est ça. Après, effectivement, c'est pas rien, c'est pas anodin. Ces départs-là, puis c'est des départs en fin de mercato en plus. Donc, c'est pas forcément des joueurs qui sont totalement compensés. Et ou alors, s'ils les ont compensés, c'est des joueurs qui viennent d'arriver. Je vais pas regarder exactement les arrivées. Enfin, si, j'ai regardé les tableaux, mais c'est pas forcément des joueurs que je connaissais, donc je sais pas ce que ça vaut, mais il va y avoir forcément un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire que l'équipe, elle sera moins rodée, parce que ça, c'était quand même des deux valeurs sûres du 11 de départ. Et du coup, ça va compliquer les choses. C'est Conceição toujours qui entraîne Porto, et bon, c'est un bon coach, donc je pense que ça va être quand même cohérent et compliqué. Mm. Surtout chez eux, ça va être très compliqué. Donc Ouais. ça, c'est pareil. Comment va se comporter l'OM? Parce que moi, c'est un peu frustrant en fait cette Ligue des Champions, parce que même en tant que journaliste, ça fait longtemps qu'on l'attend.
et, et on va devoir la vivre avec des stades vides, quoi. Donc, C'est j'avoue ça. que ça me casse un peu Mhm. le speed de la Ligue des Champions. Quand l'OM revient en Ligue des Champions, tous les déplacements de Ligue des Champions, et là, j'ai même pas envie, quoi. Les stades vides, c'est pas intéressant, en fait. Non, c'est sûr que c'est pas super intéressant. D'ailleurs, quand ben voilà, Emmanuel Baranguet, qui était, enfin qui est journaliste pour l'AFP, quand on s'est envoyé notre message pour se souhaiter la bonne année le 1er janvier 2020, on s'est dit voilà, bonne année, bonne santé, et puis surtout une qualification en Ligue des Champions, parce qu'on en rêvait. Mmh. On s'est dit voilà, on va Ouais. vivre ça au stade, ça va être génial, etc. Et bon, ben voilà. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, ça gâche un petit peu tout ça. Du coup, en restant un petit peu sur une compétition européenne, on a Valoche78 sur le chat, un de nos subs, qui dit financièrement, je crois que c'est plus avantageux d'aller en huitième de Ligue des Champions qu'en Europa League, enfin qu'en demi-finale d'Europa League. Donc vraiment faire un joli parcours en Europa League. Bah écoute, je regarderai ça, je pense que tu as raison. En tout cas, Ils ont, ils ont- ils ont un petit peu ouais, augmenté en Europa les League, ouais. répercussions en Europa League. Mais Mhm. effectivement, je crois que c'est à peu près de cet ordre-là. La Ligue des Champions, ça paye tellement que l'Europa C'est League, faut ça. faire un parcours dingue. Mhm. Mais bon, après, moi, si c'est j'échange un huitième contre une demi d'Europa League. Ça, c'est clair et net. Après, au niveau fatigue et championnat, ça aura des conséquences. Mais bon, j'espère que les joueurs français, à un moment donné, vont arrêter de se cacher derrière ça. Si t'as vraiment envie, que t'as la rage, tu peux faire deux compétitions en même temps. Surtout maintenant, il n'y a plus de coupe de la Ligue. Donc, Ouais, mais là, tu vois, par exemple, on a. Bon, l'OM a joué quand même assez. Enfin, les matchs étaient quand même assez rapprochés, mais du coup, on a quand même pointé du doigt le. Ah ben voilà, là, on m'envoie carrément le lien pour dire combien rapporte. Ah, ça, c'est en 2018-2019. Combien est-ce qu'elle a rapporté au. Donc voilà, si tu sors du coup des poules. Alors, prime de participation, c'est à peu près 15 millions. Et après, quand tu sors des poules, il faut que je trouve ça. Mais du coup, ouais, voilà, pour voir si si c'est plus intéressant. Donc toi, tu préférerais carrément aller plus sortir des poules et arriver en huitième plutôt que de faire une petite épopée en Europa League. Enfin, même si une ah belle. non, c'est le contraire. Non, je Ah, préfère une épopée à l'Europa League. d'accord, ok, Non, ouais, non, parce que je croyais avoir mal compris. Ok. non, parce que là, vu l'effectif et vu le niveau de l'équipe, si par miracle t'arrivais à aller en huitième, tu vas te faire tordre en huitième. Mhm. Ah, c'est clair. Non, Bah, et c'est encore, pas attends, là. tu sais pas, hein. S'il y a une surprise en huitième et d'un coup. Non, mais Ah, bon, là, franchement, il faudrait qu'il y ait une transformation de dingue quand tu vois le niveau proposé par l'OM. Moi, je crois qu'ils peuvent jouer mieux que ça, mais là, ils partent de tellement loin que ça va mettre du temps, hein. Et, euh, je ne vois pas le football comme uniquement de l'argent, même si malheureusement, on est obligé de plus en plus de voir l'OM par le prisme de l'argent, avec mhm. les déficits, combien ça va rapporter, combien ça, stratégiquement. C'est vrai que c'est malheureux, mais là, si j'écoute vraiment mon cœur, je préfère voir des matchs à enjeu en Ligue Europa contre des équipes un petit peu moins fortes qui seront à ton niveau et où là, ça y aura vraiment du challenge plutôt que de devoir jouer ultra défensif pour gagner un match sur un coup de dé, sur un contre. Ouais, ça m'emballe moyen. J'avoue que cette Ligue des Champions, d'un côté, j'ai hâte qu'elle commence, et d'un autre côté, si c'est pour voir un 4-5-1 ultra défensif, ouais, ça m'emballe moyen. J'ai peur que ça va être très long ces matchs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on sait très bien qu'on va y aller pour souffrir, hein, mais bon, en tout cas, bon, l'effectif, il y a beaucoup qui disent qu'on n'est pas vraiment armé pour la Ligue des Champions. Là, on a dans le chat, alors là je suis désolé, là, on me dit généralement, ouais, tu galères pour lire les pseudos, mais là, vous m'aidez Non, pas. mais il y en a des compliqués des Donc, fois aussi. de quoi? Ici, il y en a des compliqués des fois quand Ah même. oui, non, c'est sûr. Non, mais je lis un petit peu les commentaires des rediffs du SAV. Alors, on me dit que je dis beaucoup eux. Alors, ça, c'est vrai, je suis désolé. J'essaye de calmer ce truc-là. Mais c'est pas évident de gérer en même temps les questions, le chat et les changements de caméra, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaie de meubler un petit peu pour tout regarder. Donc, du coup, j'essaie de gommer quand même ce truc-là en mettant des petites pauses. Et ça sera peut-être mieux que des E. Donc, voilà. J'ai un petit message, donc là je pourrais pas lire ton pseudo, je suis désolé, je vais pas essayer parce que là c'est vraiment limite des lettres au hasard. Et il dit le plus important c'est déjà de prolonger nos joueurs en fin de contrat. Alors là ça nous emmène directement vers ce sujet qui fait tant parler en ce moment. Et là je le mets, tac, Hum. voilà, Florian Ouais, Thauvin. ça va être compliqué. Et il y a beaucoup d'informations là-dessus en ce moment.
Je me souviens d'un petit article que j'ai écrit samedi parlant d'un intérêt, du moins, enfin plus qu'un intérêt même, qu'il y avait déjà un accord verbal entre Thauvin et l'AC Milan. Ouais. Et donc voilà, est-ce que tu penses que c'est encore possible pour l'OM d'aller faire prolonger Florian Thauvin et qu'il ne parte pas en juin prochain? Ou alors vraiment là c'est mort de chez mort, surtout au vu des déclarations qu'il a eues dans l'équipe il n'y a pas très longtemps, le Ça me 24 paraît septembre. compliqué. Et l'info du jour, c'est que le FC Séville serait aussi sur le coup, a priori pour Thauvin. Donc à voir. Mais ouais, il y a le Milan, il y a FC Séville, elle est gratuit, donc forcément ça commence à exciter les clubs. Euh, Après, moi je vois, si je devais faire des pourcentages, il y a largement plus de chances qu'il aille gratuitement dans un autre club. Je vois comme ça. J'ai l'impression qu'il est un petit peu vexé qu'on commence des négociations aussi tard, que l'OM n'ait rien proposé avant, que l'OM ait demandé des prix exorbitants juste après qu'il était champion du monde, quand Jacques Henriot parlait de 80 millions d'euros par exemple. Donc je pense qu'il y a une certaine crispation entre lui et la direction. Et du coup, je pense pas que ça va être simple pour qu'il prolonge. Il faudrait vraiment qu'il y ait un alignement dingue de planètes pour qu'il prolonge, à savoir une qualification en Ligue des Champions, un projet ambitieux, Thauvin comme tête de gondole de ce projet, avec une prolongation, avec augmentation de salaire, un coach qui reste. Ça fait beaucoup de choses et ça me paraît très compliqué que tout ça arrive. Donc pour moi, Thauvin, il partira, sauf énorme surprise. Je vois plutôt comme ça en fait. D'accord. Bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de justement de tout ça. Donc du coup, Le problème, c'est que ça n'a pas été anticipé. Encore une fois, tu vois, c'est comme Liadji, mhm, c'est comme à l'époque Gignac, Ayou, c'est ce ça. genre d'erreur qu'on refait, qu'on répète. Mhm, Et c'est fou que les mecs n'arrivent pas à un moment donné anticiper les choses. Quand un mec qui est champion du monde en 2018, sa fin de contrat elle est dans 3 ans, tu dois te dire, bah tiens, 2 ans avant, en 2019, il faut qu'on parle de prolongation. C'est comme tout doit être anticipé en fait. Ils doivent voir tout le temps les types de contrats, les joueurs, etc. Et on a l'impression que c'est pas fait, quoi. C'est ça qui est flippant, quoi. bah, alors du coup, apparemment, Longoria aurait quand même essayé de peut-être tenter de reprendre Ouais, le. mais bon, c'est Mais toujours compliqué quand c'est juste la c'est dernière ça. année, tu vois. C'est Le que joueur, il lui, a tous les sports. ouais, voilà, c'est ça, c'est que lui, il arrive à un moment où bah, c'est déjà mort, quoi. Je pense que les agents ou l'entourage du joueur a déjà commencé à discuter avec d'autres clubs et Longoria, il arrive au vraiment plus mauvais moment pour discuter prolongation avec l'international français. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu les messages parce que là, il y en a eu pas mal. Alors, on me dit, bah déjà, Ryan, t'as eu le temps d'aller chez le coiffeur? Oui, c'est vrai. Donc là, du coup, j'ai dû régler mon casque parce qu'il fallait que je remette un cran en dessous. J'ai perdu Pour de la perdre masse. combien de kilos? C'est ça. Non, non, mais ouais, ouais, il fallait, il faut aller chez le coiffeur, les gars. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Euh, Alors là, on a quelqu'un aussi qui nous dit Thauvin, il ira faire les lacets à Zlatan au Milan. Faut pas rêver, il sera sur le banc. Sur le côté droit, à Milan en ce moment, je sais pas du tout à quoi ressemble l'équipe. S'il y a des suiveurs, des Rossoneri dans le chat, dites-nous un petit peu si vraiment il aurait pas du tout sa place. Par contre, s'il va à Séville, ça va être un peu plus. Enfin, moi, c'est ce club-là que je vois où vraiment ça pourrait éventuellement être compliqué pour Thauvin. Au FC Séville, ils ont. Je sais pas s'ils ont toujours Sousso, mais normalement oui, parce que il était à Milan justement, et je crois qu'il est enfin, il est toujours à Séville là. Ouais, parce qu'il était prêté à Séville, et là maintenant, voilà, il est définitivement à Séville. Donc, je sais pas, est-ce que c'est C'est mieux lui que qui est Sousso ou titulaire, je pas? suis pas sûr qu'il soit titulaire, si. C'est celui qui est en titulaire. Si, je pense qu'il est titulaire. Sousso, je suis pas sûr à 100%, je t'avoue, mais je pense que oui. Euh, c'est Mounir, en tout cas, qui. Moi, c'est un joueur qui avait été cité beaucoup de fois à, à l'OM, et je pensais vraiment qu'à un moment, il allait peut-être exploser à Séville, et là, apparemment, c'est pas folichon. Voilà, donc est-ce que vraiment c'est terrible si Thauvin s'en va? S'il est bien remplacé, ouais, bon d'accord. Alors la question elle est un petit peu, c'est Ratch Nike ou un truc comme ça. Ratch Nike qui dit est-ce vraiment terrible si Thauvin s'en va et si
Ouais, en gros, est-ce que c'est vraiment terrible s'il s'en va? Et en tout cas, ça pourrait être bien s'il est remplacé, parce qu'on a fini la saison dernière deuxième sans lui. C'est vrai, c'est pas faux. Franchement, t'as quand même raison, mais là, avec le début de saison, enfin vraiment le tout début, hein, je parle, hein, pas les deux derniers matchs, mais si on prend Brest et Paris, il a quand même été pas trop dégueu, et c'est quand même celui qui propose un peu plus de choses. Là, c'est Payet qui est plus décevant. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Tu penses que s'il est quand même euh, bien remplacé, on va dire, s'il y a même t'as déjà des joueurs dans l'effectif finalement pour le remplacer, donc je sais pas trop. Est-ce T'as recruté que un Brésilien. ouais, voilà, bah, t'as Luis Enrique qui pourrait jouer sur le côté droit. Après, ouais, je sais pas trop. Est-ce que toi, ça te déplairait vraiment si s'il part et qu'on le remplace Après, pas? Enfin, moi, après, c'est pas forcément son départ qui me pose vrai problème. Je pense que Thauvin, ça fait plusieurs années qu'il est à l'OM. Il aurait pu partir par la grande porte. Moi, ce qui me rendrait triste, c'est qu'il parte gratuitement. C'est-à-dire que tu as un joueur quand même qui est vachement attaché au club, qui avait été poussé dehors par Vincent Labrune alors qu'il voulait pas partir, qui s'est planté à Newcastle, qui a été rapatrié, qui là à ce moment-là a fait des efforts financiers lors de son prêt, et après lorsqu'il a re-signé à l'OM, après il a été grassement augmenté, mais il a quand même fait des efforts financiers. Il a montré qu'il était prêt à consentir des efforts pour rejouer à l'OM, pour se relancer lui aussi. Et il est quand même champion du monde 2018. Il a enchaîné 2-3 saisons avec des statistiques assez incroyables en Ligue 1. ouais. Je trouverais ça encore vraiment dommageable que ce joueur parte gratuitement. On va vers ça, malheureusement. Après que lui, dans l'absolu, il parte, moi, un bon joueur, s'il part pas au bout d'un an, ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire Drogba, c'était horrible qu'il parte au bout d'un an. Mais quand un joueur, il a fait comme Thauvin, 5, doit être à 5-6 saisons maintenant, 5, peut-être 5 saisons, Ouais, non, si tu c'est pas un comptes problème. Si si tu tu, comptes le petit trou quand il part à Newcastle, puis après il revient 6 en mois, il y a prêt. qu'un trop de 6 mois. Oui, mais après il revient en prêt, donc du coup, ouais, si on compte tout ça, on va regarder. Tiens, je vais regarder ça. Il est arrivé quoi en 2013, je pense. 2013, donc il a Alors, dû faire au moins 6 saisons. ouais, il arrive en 2013, il part 6 mois du coup à Newcastle en 2015. 2015. En 2015, il fait 16 matchs là-bas, mais pas incroyable. Il marque qu'un seul but, et puis après il revient. Il a 6 saisons et demie. Il a 6 saisons et demie. En fin d'année, ça fera 7 ans. Hmm, Enfin, ça fera 7 saisons complètes à c'est fin ça. d'année, en enlevant la demi-saison à Newcastle. Mhm, Donc t'imagines, le mec, il a fait son temps à l'OM, c'est pas un problème qu'il parte. ouais. Mais un joueur comme ça, qui est arrivé, que c'était un super espoir, t'as payé une blinde pour l'arracher à Lille sans qu'il y joue un match. On se Mhm. souvient de ce feuilleton de son arrivée qui lui avait un peu cassé son image dès le début. Mais finalement, il a bien grandi avec l'OM. Ah, tu fais une belle vente, il trouve un beau club et il continue sa carrière. Voilà, c'est ça une belle gestion. Et dans ce cas-là, si tu as anticipé un an avant, enfin, tu vois, là, j'imagine un club bien géré. C'est-à-dire que tu sais que le mec, genre, il revient en 2018, il est champion du monde. Tu dis, bon, ok, tu refais un an avec nous et en 2019, tu t'en vas. Bon, là, il y a eu la blessure et tout, hein, et donc, si tu anticipes ça, c'est-à-dire qu'en 2018, tu recrutes déjà un jeune qui pourrait le remplacer d'ici un an. C'est comme ça que les grandes équipes elles font. Regarde Monchi, comme il travaille. Il a déjà anticipé. Soit il recrute Mais les le coup joueurs d'avance. avant de les Mais vendre, soit il s'est déjà mis d'accord avec les remplaçants et il sait qu'il va bien les vendre. Il a déjà le remplaçant tac, direct. Mais Donc, c'est un peu la même chose voilà. avec Lille, tu vois. Il récupère un joueur, Oui, limite, limite il recrute les deux en même temps avec un plus jeune, et puis après il lance le plus jeune, etc. Donc c'est vrai que la gestion est totalement différente. Mais là, ouais, là, c'est même. Campos, c'est encore poussé à l'extrême parce que ouais, c'est ça. pour chaque poste, il y a déjà 5 noms. Mhm. Et il sait déjà à l'avance quels joueurs ils vont vendre. Osimhen et Gabriel, au bout de 2 mois de compétition l'année dernière, ils savaient déjà qu'ils allaient partir en fin d'année. Donc mais eux c'est trop parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, des joueurs qui restent qu'une saison pour le projet sportif, c'est pas possible. Moi, Ouais. si t'es supporter, comment tu veux t'identifier à un club où tu as des joueurs qui font une saison et qui partent? Si ça arrive une fois, c'est pas très grave, mais ça devient récurrent. Le LOSC, ça va être hyper récurrent. Dès qu'il y a un mec qui Mhm. va flamber, ça va être Ouais. vendu. Donc, Non, c'est sûr. moi, c'est pas non plus que ce dont je rêve. Que tu vendes au bout de 2, 3 saisons, ok. Mais direct, ouais, c'est pas ça. Après, c'est toute une organisation. Il faut savoir dénicher les jeunes. Longoria, il est là pour ça. Là, ils en ont pris hein, quelques jeunes. Même si, mis à part Enrique, tous les autres choix, c'est les choix de Zoubi et Villas-Boas. Longoria, il a misé sur Enrique. Lui, la pression, elle est sur Enrique parce que c'est le seul joueur qu'il a choisi.
Ouais, alors je suis désolé, j'ai essayé de regarder un petit peu les messages. J'ai pas rebondi directement après ta prise de parole, mais du coup, là, on a magicien. Alors, je sais pas si c'est magicien. Non, c'est magicien OM. Ok. Donc, il dit maintenant que Payet sera absent à cause du rouge. Donc, on va le rappeler face à Lyon. Il a pris un carton rouge. On verra si Flotov va être un patron. C'est vrai que ça peut être un match un petit peu important contre lui, enfin pour lui face à Bordeaux ce samedi-là. Donc Mhm. ouais, ça pourrait être bien. Là, Junior 13 qui dit arrêtons avec l'amour du maillot, l'amour du club plutôt. Il nous met dans la panade et maintient le couteau sous la gorge des supporters et ça ajoute l'incompétence de la direction. Ouais, c'est vrai que ce dossier-là, c'est un peu un dossier chaud et surtout un dossier qui fait pas, qui montre pas des belles choses de l'OM en tout cas. Ouais, on dit surpayé pour son niveau et je crois, alors regarde, j'ai vu un message juste au-dessus. Voilà, problème de, bah, c'est bon. C'est lui, voilà. C'est un peu compliqué, je suis désolé. Le problème à l'OM, c'est qu'on signe des joueurs avec des salaires hors normes pour un club comme le nôtre. Donc au final, personne ne vient. Personne ne vient nous les prendre car il faut leur donner. euh, alors attends, là, je t'avoue que j'ai pas compris la fin du message, mais en gros, voilà, c'est trop de salaire pour les joueurs et personne vient les récupérer à la fin. Ça, c'est un truc qu'on peut mettre aussi par rapport à Germain, à Strootman aussi, quelque chose qui est revenu très très souvent, donc ouais, Mitroglou aussi. Alors oui, d'ailleurs, alors Mitroglou, ça, je voulais te faire peut-être réagir sur ce truc-là. On a vu on a vu ce petit truc qui est passé, cette petite photo de Maxime Lopez dans le vestiaire de l'OM. Et on voit Ouais. Mitroglou derrière et il n'y a pas son nom sur son casier dans le vestiaire. Ouais, et ça a fait beaucoup réagir les gens. Alors, il y en a certains, ils ont trouvé ça marrant. D'autres qui ont trouvé ça un petit peu limite humainement, en disant c'est vraiment une honte le traitement qui est fait par de l'OM vers Mitroglou. C'est vrai que c'est un petit peu moyen. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc-là? Moi, je suis toujours sur la même ligne de conduite. Pour moi, je pense qu'effectivement, Mitroglou, il a pas forcément le niveau pour jouer à l'OM. Mais il y a une expression de chasseur qui dit faute de griffe, on mange des merles. Et c'est un peu ça, quoi. C'est que t'as pas d'attaquant. Je dis pas qu'il faut le mettre titulaire. Hein. J'ai vu ce que disait Mourad sur Mitroglou. J'étais plutôt d'accord avec lui. Mitroglou, faut pas faire une hype autour de lui en disant il marque plus de buts que Benedetto, parce qu'il a mis plein de buts. Même ma grand-mère les aurait mis. Mais ça reste un attaquant qui peut t'apporter des petits trucs sur certains morceaux de match. Et je comprends pas quand on se passe de ce joueur avec son énorme salaire. C'est pas parce qu'il a un gros salaire qu'il doit jouer, mais c'est pas parce qu'il a un gros salaire que tu dois le mettre de côté s'il n'arrive pas à trouver une porte de sortie. Donc je pense que clairement, le but des dirigeants et donc de Villas-Boas, c'était de lui faire comprendre que cette saison il jouerait pas, et que ça allait le motiver à partir. A priori, il n'a pas tant de points de chute que ça et il est là. Donc, moi, j'ai envie de dire, tant qu'il est là, pourquoi tu le laisses pas s'entraîner normalement avec le groupe, Ça, être je crois qu'il le avec. fait, non? Il s'entraîne quand même avec eux. Ouais, j'ai l'impression que pas tout le temps en fait. Ouais. Je sais pas si tout le temps avec le groupe et surtout, il sera jamais dans le groupe qui va participer à un match officiel. Mhm. Et ça, c'est dommage parce que qu'il y soit pas quand tu as tout le monde, que tu es au complet, que tu gardes Ake plutôt que Mitroglou, ça, franchement, logique. Je trouve ça logique. Mais imagine, dès qu'il commence à avoir des suspensions, des blessures et tout, tu vas pas prendre Mitroglou encore, tu vas aller chercher. Tu vois, je trouve ça dommage parce que même s'il a un jeu très spécifique, il faut un bloc haut et que c'est pas du tout ce qu'a envie de faire Villas-Boas cette saison, Ouais. je trouve ça dommage quand même de directement mettre de côté. Si le mec il peut pas partir et que tu te le coltines encore une saison, tu vas faire quoi? Tu vas mettre au placard comme Sertic? Sauf que Sertic, ça me dérangeait pas, mis à part pour son salaire. Mitroglou, il peut te faire des petits trucs sur certaines occasions, tu vois, genre en Coupe de France, il manque des mecs qui sont fatigués ou j'en sais rien. Tu fais jouer Mitroglou une mi-temps, voilà, tu vois, ça peut toujours servir à ça. Et je comprends pas que tu décides de le mettre de côté comme ça. C'est assez étonnant. Mais ça souligne quand même la gestion catastrophique de l'argent dilapidé pendant les années fastes du projet McCourt, quoi. Parce que 200 millions d'euros, c'est pas beaucoup aujourd'hui dans un football business de fou, mais avec 200 millions d'euros, Monchi, il te fait une équipe de dingue. Bah, si c'est bien géré, ouais, 200 millions, ça peut suffire, mais bon, voilà. Euh,
Ah, tu vois, là, on nous parle encore du salaire de Thauvin. On dit Thauvin touche plus que Haaland à Dortmund. C'est hallucinant, il est vraiment trop payé pour son niveau. D'ailleurs, Haaland, qui aurait pu venir à l'OM, mais bon. On avait un coach qui voyait bien le football, hein. Vraiment. Alors là, c'est Scritch Sabil qui dit Mitroglou, c'est un peu le Choupo-Moting quand il était au PSG de l'OM. Et il aurait pu avoir un rôle à jouer. Alors c'était un petit peu aussi le débat de ce débat foot Marseille avec Mourad et Jean-Charles. Donc ça a un petit peu... c'est parti, hein. C'était sport cette émission, vraiment. Mais Ils ont... Choupo-Moting, il est un peu plus Ouais, vivace, hein, quand même. c'est Parce que ça. le défaut de Mitroglou, c'est un attaquant à l'ancienne qui Mhm. dort un peu dans la surface et qui va te couper des centres et des trajectoires. Choupo-Moting, même si il est maladroit, c'est un mec qui court un peu dans tous les sens, qui a un gros gabarit, il apporte des choses à l'attaquant fait rêver, Choupo-Moting, mais dans un effectif, moi je comprends que le Bayern il soit allé chercher Choupo-Moting qui va jouer des bouts de match parce que Lewandowski il est quasiment jamais blessé. Mais c'est un mec qui peut faire des différences, qui peut bouger des défenses, Ouais, qui qui va peut faire jouer le, en le, coupe, le boulot qui peut... défensivement, qui se Ouais, bouge quoi. Mitroglou, là, ce que tout le monde a oublié, c'est que Mitroglou, au début, il y a eu des passages pas trop dégueulasses, mais après, il y a eu des moments, mais le mec, il ouais, bougeait plus, c'était un plot. C'était un ouais. plot. Alors, on pleure sur Benedetto, ce qu'il fait sur le terrain en ce moment, mais ceux qui ont un minimum de mémoire, ils vont se souvenir les mauvais passages de Mitroglou, c'était horrible. On était là, on le regardait, moi je me souviens au stade, je regardais ses déplacements, il ne bougeait plus, il se Mm. cachait, il ne servait à rien. Et donc, ouais, Mitroglou, faut pas s'enflammer, mais voilà, d'un côté je le défonce, mais d'un autre côté je comprends pas qu'on l'oublie complètement. Il est là, s'il part pas, il a encore un an de contrat, ben, il a un an de Ouais. contrat, mets-le dans l'effectif. Quand tu as vraiment beaucoup d'absents, tu le prends avec toi dans le groupe, tu le mets sur le banc. Sinon, tu mets les hackers et compagnie devant, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça peut toujours te servir si tu as des problèmes. Quoi. Je comprends pas que tu le mettes directement de côté. Bah, voilà, là c'est vraiment... on nous dit, voilà, Benedetto, depuis le début de la saison, je le rappelle, c'est 0 but, 0 passe décisive. On peut difficilement faire pire. Ouais, c'est vrai que Benedetto est pas vraiment au top en ce moment. Et je pense que d'ailleurs, s'il était au top, bah, le débat, Mitroglou, le faire revenir, etc., il Il n'existerait n'existerait pas. pas. Ben non. Parce que là, tu as tellement un fossé à ce poste-là que du coup, t'es obligé Le problème, c'est que d'essayer de trouver des solutions. là, vu le niveau de jeu de l'OM, vu l'animation offensive proposée par l'OM, mais là, tu peux mettre qui tu veux, hein. Ou alors, il faut vraiment un attaquant, entre guillemets, comme ils avaient pris là, quand ils étaient en galère, la Balotelli. Un mec qui joue tout seul, qui va tenter des trucs tout Ouais, seul, qui va faire des différences physiques. Parce que là, le fond de jeu, il est nul. C'est-à-dire que là, les mm, attaquants, là, tu peux mettre mais tous les attaquants que tu veux, ils vont galérer parce que c'est ça. ils ont pas de ballon. Mitroglou, il a touché 12 ballons. On va me dire, ouais, il bouge pas assez, machin. Ouais, mais je Non, dis pas que Benedetto. pardon. Ouais, Mais le collectif est tellement mauvais qu'il n'a pas de ballon. Les ballons, quand il les touche, c'est en dehors de la surface. Enfin, c'est compliqué pour lui. N'importe quel attaquant pour exister quand tu joues aussi bas et que ça bouffe le ballon, Thauvin d'un côté, Payet de l'autre, les mm. ballons, ils n'arrivent pas. Ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Franchement, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas Benedetto, hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'animation offensive. Ouais, bah, c'est ce que nous dit Taxolo. Il dit enfin, pas d'animation, pas de jeu. Quel que soit le numéro 9, il va morfler. Bah, c'est un petit peu ça. Euh, Alors là, on a Wasmo qui dit Salut la team SAV, désolé, vous faites le live en même temps que l'Algérie face au Mexique. 1-1 pour info, 1-2-3, vive l'Algérie et allez l'OM. Alors c'est vrai que voilà, moi je préfère. Enfin, c'est pas que je préfère travailler, c'est que j'ai pas le choix. Mais j'aurais bien regardé le match avec mon père, tu vois. Mais bon, voilà, on préfère quand même être avec vous. C'est quand même mieux. Mais d'ailleurs, petite attention un petit peu sympa du compte Twitter, je crois, de la fédération du Mexique, du football, qui a, euh, qui a mis une petite carte de l'Afrique avec tous les petits trucs sur l'Algérie. Alors voilà, l'Algérie, c'est un des plus grands pays de l'Afrique, etc., avec tous les coins, etc. Donc c'était quand même sympa de la part du Mexique de vouloir faire ça. Donc c'est vrai, t'as raison, Wasmo. Bon match à toi et merci de nous tenir informés du score pendant le live. Du coup, là, on a Marty McFly. Non, Marty Fly. Alors ouais, c'est un petit peu tout est... Voilà, c'est Marty Fly qui dit tous les buts de Mitroglou sont des cadeaux de Payet qui pouvaient marquer seul. Alors c'est vrai que ça a été un... Pas Je sais pas tous, si...
Ouais, en fait, il y a eu un petit visuel qui avait été fait par un compte Twitter pour comparer en fait les deux, Benedetto et, Oui, et Mitroglou. Donc voilà, tout le monde avait vu ce truc-là. Et Mourad a voulu un petit peu casser ce truc-là. Et il a dit, voilà, en fait, si on regarde bien, on va essayer d'éliminer déjà une bonne grosse partie des buts. Donc contre Bourg-en-Bresse, Peronas, il en met 3. Ensuite, il a enlevé 2 buts qui étaient des gros cadeaux vraiment de Payet pour que Mitroglou se relance un petit peu. Donc voilà, déjà, si tu enlèves ces buts-là, et les chiffres commencent déjà à être un peu moins gonflés. Mais c'est vrai que là, il y a une espèce de Benedetto bashing. Et là, Valoche qui nous dit: mais arrêtez avec Benedetto, même les plus grands attaquants ne pourront rien faire si on continue d'avoir une animation offensive aussi nulle. Je suis d'accord avec Taxolo, mais tu es d'accord avec Nico aussi, parce que Nico, ça fait beaucoup d'émissions que. Ouais. Ça fait énormément d'émissions que tu le dis, et c'est vrai que c'est pas facile pour les numéros 9 à l'OM. J'avais un petit message juste un petit peu au-dessus, je vais essayer de le retrouver pour citer le nom, mais en gros, c'était euh, pour lui, pour cette personne, pour ce viewer, c'était un petit peu mieux pour l'OM d'aller en Europa League parce qu'il y avait plus de chances de voir briller nos joueurs et qu'ils allaient potentiellement avoir un peu plus alors moins d'exposition parce que la compétition est moins prestigieuse, mais en tout cas des adversaires qui vont être un peu plus simples à jouer et du coup ils peuvent un peu plus briller. Donc finalement, si tu vois Ake marquer 1 ou 2 buts face à une équipe en Europa League et par contre ne pas du tout entrer ou alors faire une entrée un peu désastreuse face à Manchester City, c'est vrai que ça pourrait être mieux pour l'OM d'aller en Europa League dans ce truc-là, enfin dans ce postulat-là. Donc je sais pas ce que t'en penses. Nico, est-ce que ça l'avantage, permettrait en c'est tout que cas... t'as double exposition quand même, en fait, Oui, oui, quoi oui. qu'il arrive. Tu vas faire les poules et puis Donc, après... c'est gagnant. Ouais. Tu as déjà 6 matchs en Ligue des Champions. Si après tu refais des matchs en Ligue Europa, là, oui, tu as double exposition, donc c'est intéressant. Si tes joueurs proposent un bon niveau, parce que si t'es minable, déjà tu seras plus en Ligue Europa. Mais ouais, c'est bien, c'est une très bonne chose. Et puis surtout, tous ceux qui ont bien vécu la campagne, même avec Rudy Garcia, quand tu vas en finale, au-delà de la finale, je pense que le quart de finale face à la Leipzig, tout le monde s'en souvient. Oui, oui, Tous non, mais ceux qui étaient clairement. là ce soir-là, ils s'en souviennent. Parce qu'avec des scénarios de dingue comme ça, un public qui était électrique, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, un public électrique comme ça, 1 heure avant le match, c'était hyper électrique. Mais c'est Mhm. génial, moi. C'est des soirées qu'on veut passer. C'est pour ça que la Coupe d'Europe, on peut pas cracher dessus. Et que la Ligue Europa, c'est très bien. Commençons par la Ligue Europa. C'est très bien d'aller se qualifier en Ligue des Champions. Il faut essayer de faire le plus beau parcours possible. Mais pour l'instant, faut pas se leurrer. Le niveau de l'OM, c'est la Ligue Europa. Et encore, t'as pas le niveau pour la gagner. Donc, là, il faut essayer de jouer. L'objectif, c'est être troisième et essayer de faire des belles choses en Ligue Europa. Tu as des très beaux clubs en Ligue Ouais. Europa. Tu peux C'est ce avoir de que... très belles C'est affiches. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire quand même, en Europa League, il y a des sacrés clubs là. Ouais. Alors là, je vais regarder un petit peu. Déjà, tu as Leverkusen, même s'ils se sont fait un petit peu piller, c'est quand même un beau club. Tu as Naples, tu as Benfica qui est pas mal, Arsenal, l'AS Roma, Hoffenheim qui est pas si mal, tu as Milan, Leicester. Donc voilà, tu as quand même des jolis clubs. Même Lille qui pourrait faire un petit peu du bien. Et t'as Tottenham aussi. J'oubliais Tottenham. Mais Tottenham, voilà, t'as quand même des sacrés clubs. Moi, je vois bien Tottenham déjà aller au bout et peut-être la gagner parce qu'ils ont quand même un effectif qui est de qualité. Et Mourinho, il a eu un petit peu de temps là pour mettre en place des choses. Donc on verra bien pour l'Europa League. Mais ouais, c'est là, la saison où on l'a joué, on a été en finale. Bah, finalement, en vrai gros club, t'avais qui? T'avais que l'Atlético ou Arsenal, je crois. Cette année-là, t'avais peut-être Arsenal et c'est d'ailleurs l'Atlético qui les sort. Mais t'avais pas Hum. d'énormes équipes. Donc voilà. Est-ce que d'ailleurs, voilà, là c'est un truc qui me vient un petit peu en tête parce que j'y avais pensé. Je me souviens qu'Ocampos faisait quand même. Il avait fait une très belle épopée. Euh, en Europa League cette saison-là, ça a dû jouer de toute façon, parce qu'on parle souvent d'exposition, que les joueurs Ah vont ouais. briller en compétition européenne, etc. Je pense que Séville, ils ont vu peut-être des matchs, par exemple, contre l'Athletic Bilbao, je me souviens, où ça avait très très bien joué, et c'était franchement 2 beaux matchs. Ça a pu jouer pour le transfert de Campos à Séville, par exemple. Complètement. Puis le truc qu'il y a, c'est que que ce soit en Ligue Europa ou encore plus en Ligue des Champions,
quand un joueur brille, c'est toujours plus intéressant parce que en fait, vu que c'est des championnats différents, c'est des systèmes de jeu différents et l'adversité est toujours très compliquée. C'est pour ça que les clubs français ils se font toujours tarter souvent en Ligue Europa parce qu'ils se disent oh voilà c'est un club d'un pays, on sait pas trop ce que ça va voilà. Sauf que ça joue pas comme en Ligue 1 quoi. C'est pas, ils vont pas tous jouer tous défensifs. Des C'est fois, ils ça. se font surprendre parce que les mecs, déjà, ils se battent jusqu'au bout, comme des chiens. Il y a des systèmes tactiques différents, plus d'envie souvent, etc. Et donc, du coup, quand tu arrives à briller dans ces compétitions-là qui sont du coup plus difficiles que le championnat en général, eh ben, tu te dis, ah ouais, lui, il a une capacité d'adaptation, il arrive à franchir ce palier-là. Donc, oui, tout de suite, ça te montre un petit peu le niveau que peut avoir le joueur. C'est un bon indicateur, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça peut apporter que du bien, en tout cas. Alors, on me dit parler de paillettes. Alors, ok, mais propose peut-être un petit thème, quelque chose. Je sais On le pas. connaît, le thème. Ouais, voilà, bon, oui, je sais, mais on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, et on en a parlé hier, déjà pendant le débat foot Marseille, où ça a été un petit peu évoqué. Je pense que tu en as déjà parlé aussi plusieurs fois, mais voilà, si tu as une question particulière sur Payet, si par exemple c'est sur son positionnement ou son poids, on sait très bien que c'est le truc qui revient, qui revient souvent, tu peux nous en parler. Alors là, on parle d'un geste d'humeur de Thauvin face à Lille, où il y a une passe de Camara qui n'arrive pas apparemment. Et du coup, un petit peu de geste d'humeur de Florent Thauvin. Je crois qu'on en avait un petit peu discuté aussi, tu nous parlais un petit peu de ce truc-là, où Thauvin semblait agacé par le non-jeu finalement, peut-être. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas... Est-ce que tu penses déjà qu'il a peut-être un peu la tête ailleurs en ce moment, ou qu'il commence déjà, parce qu'après il a quand même cet amour du club, un truc qu'il répète souvent, donc je pense pas qu'il va déjouer, enfin ou pas vouloir jouer ou bouder ou s'entraîner mal, etc. C'est quand même un professionnel, donc même s'il y a des gestes d'humeur, ça t'inquiète pas plus que ça. Non, non, moi ça m'inquiète pas. Je pense que Thauvin il a des objectifs. Déjà, il a envie de jouer avec des champions avec l'OM. Il est motivé par ça. Il a envie de jouer avant tout déjà, parce Ah il ouais, a fait quand même une saison blanche. ah Donc ouais, il a ça doit être vraiment très difficile. envie de jouer. Mm. Et je pense que son avenir, pour l'instant, il y pense pas. Il est en position de force, donc lui, il a pas de stress par rapport à ça. Et après, il a des objectifs individuels assez importants. Il y a quand même un euro à la fin de la saison. Ouais. Son objectif, c'est de retrouver l'équipe de France. Donc il faut qu'il brille. Et il a envie de rejouer au ballon, il a envie de se faire plaisir. Et malheureusement, le système de jeu prôné et proposé par André Villas-Boas, ben, ça lui correspond pas, comme ça correspond pas à Payet et comme ça correspond pas à Benedetto. C'est-à-dire que l'attaque, elle est tellement mise de côté, sans animation, on bloque bas, on défend, sur un malentendu, sur un contre, on va essayer de gagner le match, un peu comme a joué Lyon en Ligue des Champions pendant leur tournoi Mhm. là. Bon, c'est malheureux de jouer comme ça, surtout que quand tu vois justement la qualité que tu peux avoir au niveau technique dans cette équipe et que tu n'utilises pas et qu'on les trouve vraiment mauvais presque techniquement parce Ouais. qu'ils sont tellement bas, ils ont tellement de distance à parcourir pour aller se rapprocher des buts que du coup ils se fatiguent, ils jouent encore moins bien. Et moi j'avoue que je suis de plus en plus déçu par André Villas-Boas. Je disais la dernière fois, s'il est resté pour faire ça, ben, je me pose des questions. Qu'il ait fait ça à l'arrache l'année dernière après un bon début de saison, parce que faut se rappeler que jusqu'en décembre, l'OM ça jouait quand même pas mal. C'était pas du jeu construit, mais il y avait des gros pressings, des grosses phases de pressing, du jeu très rapide vers l'avant, ça combinait bien, il y avait pas mal de mouvements. Après, il a joué plus minimaliste avec un bloc plus bas, etc. Et cette année, il repart là-dessus. Alors, je comprends qu'il ait envie de préparer la Ligue des Champions où effectivement, ça va être difficile de proposer autre chose, mais que tu joues tout le temps comme ça, parce qu'y compris face à Metz à domicile, c'est pas possible. Et encore une fois, Villas-Boas, il pourra se cacher derrière les problèmes d'argent, mais on pourra toujours citer certains clubs qui ont des entraîneurs avec des idées et qui, genre, on peut citer l'Atalanta, qui ont moins d'argent que l'OM et qui proposent un jeu totalement différent, même si c'est pas un jeu à la Bielsa. T'as pas besoin d'avoir un jeu à la Bielsa, mais ne serait-ce que du pressing, du contre-pressing, des choses comme ça, rien que ça suffit au bonheur. Mais là, des blocs bas qui attendent, c'est bon, des Angers, des équipes comme ça, on en a soupé, on en a marre de voir ce football-là. Enfin, moi, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas. Donc, si l'OM joue toute la saison comme ça va être très très long, surtout sans public dans le stade pour les réveiller un petit peu, quoi. Ouais, c'est clair que ça peut jouer hein, d'ailleurs. Ça peut aussi jouer parce que je pense que aussi Villas-Boas a peut-être un petit peu moins
peur, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, il disait je sais que ce jeu-là, je peux pas le proposer à domicile, parce que les supporters ont envie de voir du spectacle, etc. Mais là, du coup, il n'y a plus de supporters. Donc du coup, ils se gênent plus pour le faire finalement. Donc du coup, ouais, on voit l'apport aussi du public à ce niveau-là. D'ailleurs, la ministre des Sports on a parlé de ça. Il y a peut-être une bonne nouvelle pour les supporters, parce qu'elle a expliqué, donc c'était en marge du match, de la finale de tennis, je crois, féminine, je sais plus exactement. Ouais, elle parlait de ça devant les journalistes en expliquant qu'ils allaient peut-être songer à mettre des pourcentages par rapport à la capacité des stades. Donc du coup, ça pourrait être une bonne nouvelle pour le Vélodrome parce que c'est quand même 65 000 places. Ça pourrait quand même être une bonne nouvelle pour les... Même si c'est 10%, tu vois. T'as 6800 supporters au lieu de 1000, ça pourrait être correct quand même. Le problème, c'est que l'UEFA en a parlé, la ministre des Sports en reparle aujourd'hui, mais c'est soumis encore une fois aux décisions préfectorales. Et on Oui, voit bien que l'ambiance actuelle, elle est plus vers un couvre-feu ouais, que vers la libération des gens pour aller en discothèque, au c'est stade clair. ou je ne sais où. Ouais, Donc, le problème, c'est que moi, je suis parti en week-end, j'étais sur une ambiance, allez, pense coronavirus, ça va se tasser, on y croit. Et je rentre, j'écoute la radio hier quand je rentre de l'aéroport. Et c'est reparti, le spécialiste mon cul sur la commode, là, qui conseille l'État, qui nous parle encore de la peur, de la deuxième vague, de machin. J'en peux plus de tout ça. Je dis pas qu'il ouais. n'y a pas des problèmes, qu'il faut pas faire attention, hein. Mhm. Je dis pas ça. Je dis juste que j'ai l'impression que c'est démesuré et que tous les gouvernements, pas que le gouvernement français, ils sont un peu dépassés par quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, que personne ne maîtrise. Mais je suis pas sûr qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'au final, il va y avoir plus de casse par les décisions que par le virus en lui-même. Et ça devient triste, quoi. Mais là, on a rechopé, je crois, un des records d'avril de morts pas dû à la Covid-19. Donc, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se goupiller. Parce que donc, je parlais de cette déclaration de la ministre des Sports, mais c'est quand même soumis à ce qu'il y ait enfin, comment dire, des bons signaux de la part des médecins, du gouvernement, etc. Elle pourra Et que le pas. préfet l'autorise. Oui, voilà, aussi bien sûr, mais bon, avant qu'il y ait au moins ce truc qui soit mis en place, c'est une proposition, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'imagine que ça vous manque à vous tous d'aller au stade. Là, on a Magicien OM qui dit pas de politique, on s'en fout. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Sinon, on serait pas, je ne serais pas en train de faire du sport, on aurait fait des émissions politiques, mais c'est que ça concerne un peu l'OM finalement. Donc, on est obligé de parler un Ça petit nous peu. impacte, ça impacte la vie de tout le C'est monde, ça. malheureusement. C'est ça, ouais, voilà. Donc là, c'est pas vraiment pour faire de la politique et pour parler de la politique, c'est juste pour essayer un petit peu de discuter de tout ça. Euh, donc ouais, voilà, on dit ça va être long la saison. C'est sûr que si ça continue comme ça va être assez long. Alors, et un petit peu plus haut, on nous a parlé un petit peu du duo Morgan Sanson-Rongier. On nous demande de ce qu'on en pense. C'est vrai que c'est un duo qui a été un peu remis en cause ces dernières semaines avec les matchs qui sont proposés. Et là, en plus, tu as un départ de Maxime Lopez et arrivée de Michael Cuisance à ce même poste. Est-ce que selon toi, cette nouvelle concurrence va apporter un petit peu de renouveau? Est-ce qu'il a une petite chance, Michael Cuisance, de se frayer un chemin dans le 11 titulaire de Villas-Boas? Déjà pour commencer, le niveau actuel de Morgan Sanson et Valentin Rongier, ça te donne envie de les laisser sur le banc tous les deux. Parce que clairement, ils sont pas bien physiquement, ils sont pas dans le rythme. Mais bon, j'ai l'impression que comme beaucoup de joueurs dans cette équipe, c'est pas les seuls dans ce cas-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, Villas-Boas, il s'entête avec son 11 type parce qu'il se dit, c'est en jouant qu'ils vont retrouver du rythme et c'est en jouant qu'ils vont retrouver leur niveau. Mais le problème, c'est que vu le système de jeu, on en revient toujours là, c'est compliqué. Alors maintenant, euh, Michael Cuisance, c'est un joueur plus offensif. C'est-à-dire c'est un joueur plus passeur. C'est pas du tout le même profil que Morgan Sanson. Il peut prendre la place de Morgan Sanson par rapport au côté offensif où Ou Morgan Rongier va Sanson, peut-être rester un peu plus bas, voilà, pareil pour Camara. Rongier, il est plus là pour boucher des trous. Donc du coup, s'il y a bien un joueur qui doit sortir, à mon avis, c'est Sanson. Et vu le début de saison de Sanson, personne ne va s'en plaindre, je pense. Mais après, je me demande comment Cuisance va pouvoir s'épanouir, parce que si tu joues comme ça, Cuisance ou pas Cuisance, ça va être compliqué, parce que Cuisance, c'est un bon passeur, etc., mais il faut qu'il y ait du mouvement.
Si tu restes sur cette espèce d'encéphalogramme plat au niveau de l'animation offensive et que personne ne bouge, t'as beau avoir Cuisance, ça changera pas grand-chose, sauf que lui, il fera pas des sprints dans tous les sens. Ouais. Mais quand il aura le ballon, s'il est comme ça et que personne ne bouge, ça va être compliqué aussi pour lui. Donc j'espère que grâce à Cuisance, Villas-Boas va faire un peu évoluer le système de jeu pour qu'il y ait un peu plus de monde devant, que ça bouge un peu plus et qu'on voit un peu plus de choses, quoi. Et après, Morgan Sanson peut-être pourra revenir. Et là, on peut imaginer un truc de dingue hyper offensif avec Sanson et Cuisance. Mais bon, là, faut pas non plus s'enflammer. Ouais, bon, on verra bien comment ça va évoluer à ce niveau-là. Là, on me dit, c'est Bruno Marseille qui dit Journal des bonnes nouvelles, Sanson, il peut pas être plus nul que dernièrement, donc ça peut aller que mieux. Et c'est vrai, c'est pas faux finalement, parce que là, c'est vrai qu'il est quand même très transparent. C'est une très bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourra pas faire pire. Alors là, Taxolo qui me dit Camara, Gay, Cuisance. Un bon milieu. Il est pas mal, hein. Ah oui, clairement. Gay, il a montré d'assez belles choses. Après, bon, être titulaire face au PSG, je pense qu'il n'était pas, il était pas trop chaud au tout début, là, mais après, bon. Bah... Non, il n'a pas été cata non plus. Tu non, vois, bien sûr. Mais il a été dépassé. Bordeaux, je le fais jouer. Je le fais jouer face à Bordeaux. Après, il faut voir qui. Tu vas après directement avec la Ligue des Champions, autant faire jouer Gay face à Bordeaux et tu remettras ton équipe, entre guillemets, type en Ligue des Champions. C'est ça. Les magiciens OM qui dit qui voyez-vous sur l'aile gauche contre Bordeaux. Bah écoute, je t'invite à venir nous écouter jeudi parce qu'on va faire l'avant-match et on va forcément discuter de ça. Donc on va pas faire les débats avant, mais voilà, vous inquiétez pas. Ça va se jouer entre Radonjic et. C'est ça, entre Radonjic, peut-être Ake, peut-être Luis Enrique s'il a montré des belles choses pendant la trêve parce qu'ils ont eu le temps de travailler et il a mis pas mal de photos sur Instagram. Donc. Sanson. Oui, Sanson aussi, ça a été déjà. Non, pas Sanson, ça serait Cuisance plutôt. Sanson, de garder son poste au milieu. Et Cuisance, il peut jouer aussi sur un côté. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, j'avais un petit truc à dire sur Luis Enrique, parce que j'ai vu beaucoup de gens le suivre directement sur Twitter. Non, mauvaise idée, les gars. Allez le suivre sur Instagram, parce que c'est là où il met des trucs. Donc voilà, il y a beaucoup de photos, beaucoup de petits trucs, et il est certifié sur Instagram et pas sur Twitter. Alors ça, d'ailleurs, si on a des spécialistes dans le chat, ou même sur la rediff sur YouTube, si vous êtes des spécialistes, des gens pour les certifications Twitter, etc., contactez-nous, parce que moi, j'aimerais bien qu'on ait nos petits comptes certifiés quand même. Donc voilà, on va essayer de... faut faire le forcing, c'est tout. Il faut harceler sur Twitter pour qu'on ait des certifs. Comme ça, au moins, ça sera peut-être un peu mieux pour nous. Écoute, Nico, ça fait un peu plus d'1 heure maintenant qu'on est en live. Si tu veux, on prend une dernière question. Et après, allez. On va dire au revoir à nos chers amis qui sont là. Avant la dernière question, on va quand même répondre à Taxolo qui l'a mis peut-être 3 fois, je crois, celle-là. Imaginons que Théo et Payet sont remplaçants au prochain match. Ah oui, pardon. Je l'avais pas vu ça, tu vois. Qui voulez-vous voir? D'accord. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que déjà, on avait vécu ça avec Garcia. Souviens-toi que tu fais la révolution, là, avec Balotelli, là, qui met un peu tout le monde sur le banc. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, tu te rends compte que finalement, tu as quand même des choix maintenant. Parce que tu as effectivement Radonjic, tu as Luis Enrique, tu as Cuisance, qui peut dépanner sur une aile, tu as Germain. Mais ok, t'as plus ça sur l'autre côté. Donc côté droit, t'as un peu moins de monde, même si Radonjic ou Enrique peut dépanner ce côté-là. Mais t'as du choix. Après, c'est pas du tout le même style de jeu, parce que là, si tu mets genre Enrique et Radonjic, ce qui est un peu plausible, pardon, c'est que de la vitesse, donc ça serait étonnant. Ouais. Alors là, on a d'ailleurs cette petite question de Taxolo. On a Magicien OM qui dit Payet il sera déjà absent. Bah oui, parce qu'il a été suspendu. Donc le prochain match, il y aura vraiment. Payet sera forcément sur, pas sur la feuille de match, j'allais dire sur le banc, mais pas du tout. Alors on nous propose aussi alors là, c'est avec une défense à 3, un petit truc sur ça. Alors elle est où voilà. Pourquoi pas, alors c'est Tutur1213 qui dit pourquoi pas un 3-5-2 avec Alvaro, Chaitatsar, Camara, Sakai, Gay, Cuisance, Payet, Amavi, Benedetto, Ake ou le Brésilien Germain. Alors Germain n'est pas brésilien, mais ou alors Luis Enrique ou Germain. Donc voilà, donc ouais, ça pourrait être une solution. J'ai jamais vu en tout cas, enfin si il l'a fait, pardon, je dis des conneries, pendant les matchs amicaux en mois d'août. Ça a été fait, non? Et il n'a pas joué avec 3 défenseurs à un moment. Mais le problème du 3-5-2, c'est qu'il faut que tes latéraux qui jouent un peu au milieu, ils soient compatibles avec ça.
Et malheureusement, je pense pas que Sakai soit compatible totalement avec ça. Mhm. Sakai, je le verrais plus dans la défense à 3, tu vois, si tu joues en 3-5-2. Je le verrais pas sur un côté. Mhm. Dans ce cas-là, il faut que tu trouves un mec qui peut jouer ce rôle-là côté droit. Sarr avait le profil idoine. Ouais, Maintenant, tu l'as plus, Sarr. Donc, qui tu mets à droite, à ma vie, il peut le faire à gauche, pour moi. Par contre, à droite, c'est plus compliqué. Je vois de pas trop trouver qui quelqu'un. pourrait Ouais. le faire à droite. Peut-être, ouais, parce que Germain, c'est pas rapide, quoi. Non, Donc, ça pourrait être compliqué, mais après, tu as, une autre petite enfin, dispositif qui pourrait coller un peu à ça. C'est un 3-4-3. Donc du coup, tu aurais vraiment deux milieux, mais après, tu as encore deux joueurs sur les côtés et encore deux ailiers et avec un joueur en pointe. Donc là, à la limite, Sakai pourrait faire un peu ça parce qu'il peut jouer un peu au milieu. Donc voilà, ça pourrait être pas mal, mais 3-5-2, en plus, c'est un peu étrange de faire jouer après avec deux attaquants. Je vois pas. ouais, 3-5-2, bah, dans ce cas-là, Ouais, il faut que tu joues avec un Payet en 10, deux c'est ça. attaquants. Mais le mettre Thauvin à droite dans le 3-5-2, c'est compliqué, hein. Ouais, Tu vois, moi, Sakai, je ne joue pas à ce ouais. poste-là. Sakai, à partir du moment où tu joues en 3 quelque chose, il faut Mhm. qu'il soit dans les 3. Mais ouais, Il a plus le rôle de stopper dans ce cas-là que mhm. vraiment de piston dans un couloir complet. C'est Il peut ça. le faire physiquement, mais je pense qu'offensivement, il n'a pas assez de Mhm. technique. Sakai pour ça. Moi, j'adore Sakai, mais je connais aussi ses limites quand même. Ouais, là, on a Taxolo qui nous dit en plus, on a plus Sar et Ocampos qui était parfait pour ce Ah bah oui, dispositif, et c'est vrai. je suis d'accord avec lui. Ouais, voilà. Là, ça va être le moment un petit peu égo. C'est Tommy à l'LOM qui me dit Ryan, t'as une vraie voix pour la radio. Ben, merci beaucoup. Donc voilà. Je voulais quand même le lire avant qu'on termine parce que déjà c'est gentil. Et ensuite, c'est mon premier amour, la radio. Voilà, à la base, je voulais faire de la radio, moi. Et après, ben, la vie a fait que. Mais du coup ouais, ouais, merci, merci à toi. Tu sais que peut-être que tu feras de la radio, Ryan, puisque vu qu'on est en Oui, partenariat avec c'est France vrai. Bleu, Mais je serais ravi. tu vas sûrement y Bah oui. amener à y passer. Bah oui, il n'y a pas de souci, je serais ravi de le faire et de vous remplacer si vous pouvez pas le faire, Mourad, Ben ou toi. Du coup, voilà, ben écoute Nico, merci beaucoup. On est resté 1h10 avec vous, peut-être un petit peu moins parce on a mis du temps un petit peu à arriver, mais voilà, du coup, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toi Nico pour les réponses que tu as données, merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui ont posé des questions. On a tenté d'y répondre un peu comme on pouvait. Mais voilà, en plus, les sujets, c'était un petit peu les mêmes que lundi parce que forcément, trêve internationale oblige, il n'y a pas un milliard de choses à dire encore. Mais voilà, on essaie d'instaurer encore ce rendez-vous. Donc oui, j'ai pas... Ça a Moi, je bugué. dis là, maintenant, ça va être sympa parce que là, l'OM va jouer tous les Mm. 3 jours. C'est ça, Donc l'actu a vachement bougé, ça va faire du bien. Donc c'est ça va être ça. sympa. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées, Mm. des choses que vous aimeriez voir sur le SAV, n'hésitez pas à nous les balancer ici ou alors via le compte Twitter de Monsieur Ryan Ben Motkram, comme c'est Ouais, écrit ici. c'est ça. Est-ce que Et je vais ouais, bon, de toute façon, je le mets dans la description. La dernière fois, je l'ai fait, je l'ai remis dans la description. Donc voilà, si vous voulez venir nous suivre un petit peu pour qu'on on vous réponde. Donc voilà. Si vous voulez participer aussi, comme je disais, comme la semaine dernière, comme Taxolo, Mathieu qui était avec nous, pour venir en fin d'émission, on discutera un petit peu avec vous et on vous mettra comme ça avec votre petit visuel ou alors juste en mode radio, et vous pourrez poser une petite question, proposer un petit peu un thème et puis en discuter un peu avec Nico et moi. Voilà, Jean Dominizou, pardon, qui dit FCM bravo, et il nous dit merci. Ben merci à toi, c'est gentil de nous avoir suivis et on vous dit à très très vite, à jeudi de toute façon pour Débat Foot Marseille. Ciao ciao. salut.